tous, merci d'être venus si nombreux. Aujourd'hui on va parler micro front-end. On va parler des investigations que j'ai pu faire dessus. Et pour commencer je vais me présenter. Moi je m'appelle Sébastien Odo, je travaille chez Hippon Technologies. Je travaille à Bordeaux, donc j'ai fait tout le chemin ici pour venir vous voir. Je suis spécialiste de front-end depuis plusieurs années. Je travaille essentiellement là-dessus et en particulier Angular. Et chez Hippon Technologies, je suis également manager technique, c'est-à-dire que j'encadre une petite équipe pour les suivre dans leur carrière. Je vais vous présenter Hippon en deux mots. C'est un cabinet de conseil qui a des agences en France, dans toutes les principales villes de France et à certains endroits du monde. Ici, l'agence la plus proche pour vous, ce serait Lyon. Et comme je vous ai dit, moi je viens de Bordeaux. On vise d'embaucher notre 1000e employé durant les Jeux Olympiques 2024. Parce que Hippon, ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'est un nom qui vient du judo. Voilà, alors maintenant je vais vous demander un tout petit effort, je sais que c'est juste après le repas, mais est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont travaillé, ceux qui travaillent régulièrement dans l'univers du front-end? Il y a du monde. Et qui travaille essentiellement avec Angular? Ok, ça fait un petit 40-50%. Et je demande ça parce que ça va me permettre d'adapter un petit peu ma conférence. Vous verrez sur la fin. Donc on va commencer par parler du contexte des micro front-end. Ensuite on va s'attarder vraiment sur certaines technologies qui vont permettre de réaliser ça. Et à la fin on fera un feedback sur une entreprise fictive, quels besoins elle a eu et comment les micro front-end ont pu venir à son secours. Alors le contexte, pourquoi on fait des micro front-end? Quand vous faites des projets, vous développez des applications, vous allez arriver à un moment où votre application va grossir. C'est le cas pour les monolithes sur le back. Ça arrive aussi avec le front. En back, ça fait plusieurs années qu'on fait des microservices. Les micro front-end, on peut prendre ça comme l'analogie côté front. Donc, quand vous avez une application qui grossit, mécaniquement, on va dire, vous avez plusieurs équipes qui travaillent dessus. Vous avez des équipes qui sont séparées. C'est pas toujours évident de faire travailler les équipes entre elles, on le sait même au sein d'une équipe. La contribution peut être un peu délicate. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éclater notre application en plein de morceaux et on va essayer de donner la responsabilité d'un morceau à chaque équipe. Et ça va construire des micro front-end. Si on prend une définition un peu plus objective, un peu plus formelle, ça va être une approche architecturale, donc les micro front-end. Ça va vous permettre de découper votre projet en fonctionnalités. Vous allez donner la responsabilité d'une partie de ces fonctionnalités à chacune de vos équipes, une ou plusieurs fonctionnalités suivant leur taille. Ça va vous permettre ensuite d'avoir des modules que vous allez pouvoir rassembler dans une grosse application au sein d'une même interface. Et vous allez même pouvoir jouer avec des vues, des morceaux d'application qui vont être réutilisables à différents endroits de vos applications. Là où c'est fort aussi, les micro front-end, c'est que ça vous permet d'assembler différentes technologies différentes au sein d'une même application. C'est un peu comme on peut connaître déjà sur le back, où vous avez par exemple des appels HTTP, etc., qui vous permettent de communiquer. Là, on va avoir des moyens de communiquer entre des technologies qui, a priori, n'ont pas grand chose à voir, sinon le JavaScript. Vous allez même pouvoir potentiellement assembler différentes versions de frameworks différentes autour d'une même application. Et donc vous allez pouvoir assembler des composants, c'est-à-dire des morceaux de page et des sous-applications. Ça, on va le voir juste après pour bien clarifier la différence entre les deux. Il faut se dire que les micro front-end, contrairement à ce que leur nom pourrait entendre, il n'y a pas de limite de taille. C'est probablement comme les microservices côté back, il ne faut pas chercher à faire quelque chose le plus petit possible, il faut surtout chercher à faire un ensemble qui soit cohérent, que chacune de vos équipes puisse développer. Alors, on va rentrer un peu plus dans la technique, et pour ça, on va commencer par un peu de terminologie. Donc là, j'ai pris une capture d'écran du site de Hippon. C'est le site sur lequel, là, en l'occurrence, on voit une page d'actualité. Pour vous montrer un peu comment, sur ce site-là, on aurait pu découper pour faire des micro front-end.
Donc vous allez avoir d'abord toute la page, toute l'application qui va contenir entre autres le bandeau en haut, là, la barre de navigation, qui vous permet d'accéder à différentes UI. Ça, on va l'appeler la shell application. Il y a différents noms qui sont donnés, il y en a qui appellent ça des wrappers, il y en a qui appellent ça des holders. Vous pouvez trouver plein de noms. Moi, dans cette conférence, j'appelle ça shell. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des sous-applications, sub-applications en anglais. Ça, pareil, il n'y a pas de nom qui fait complètement consensus, mais bon, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc là, par exemple, on aurait la sous-application news. Et si, par exemple, on naviguait ici, on aurait une sous-application success story, ici une sous-application pour les carrières. Vous voyez que c'est des domaines qui sont relativement distincts, a priori qui peuvent être gérés par différentes équipes. Donc les applications, elles vont avoir comme particularité de gérer une partie du routing de votre application front. Normalement, les applications elles peuvent être lancées en mode standalone, toutes seules. Elles peuvent tourner toutes seules, elles sont autonomes d'un point de vue métier et d'un point de vue technique. Ce qui fait qu'elles ont finalement un couplage qui est faible entre elles. Elles gèrent toutes seules leur mise à jour, c'est elles qui font les requêtes au serveur, etc. Potentiellement pour en enlever une, en rajouter une, voilà. Ensuite, vous allez avoir les composants. Donc les composants, par exemple, on aurait pu se dire que c'est cet article-là, ce que j'ai surligné en rouge là. Ça peut être, bon, bref. Normalement, tout le monde sait à peu près ce que c'est un composant. Un composant, ça va être une section de page. Vous allez pouvoir la réutiliser. En général, vous allez avoir envie de la réutiliser souvent. C'est quelque chose, en revanche, qui va nécessiter un peu de logique autour pour être instancié, pour fonctionner correctement. Vous allez devoir lui passer des paramètres en entrée. En général, ce n'est pas lui qui va s'occuper de toute la logique, sinon c'est probablement qu'il est mal découpé. Et donc ça amène un fort couplage finalement entre les composants et ces appelants séparants. Et enfin, j'ai rajouté une dernière catégorie, c'est les librairies. Donc là, ça ne se voit évidemment pas sur une page, mais parce que beaucoup m'en ont parlé en fait en discutant de micro-front-end. Et donc les librairies, c'est un cas qui est un peu à part. Les librairies, ça va être quelque chose qui est intégré à la compilation sur votre projet. Là où, comme on va le voir, ce dont on a parlé avant peut être fait un peu plus à la volée. Vous allez devoir la publier et la réimporter à chaque fois que vous faites des changements de version, des modifications. Et voilà, donc là pareil, ça va être des portions de code. Vous allez avoir un couplage fort parce que vous allez quand même devoir entrer des paramètres pour instancier, pour utiliser correctement votre librairie. Donc ce qu'il faut retenir, je reviendrai là-dessus si nécessaire, mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la différence entre sous-application et composant. La sous-application, elle va gérer le routing et elle va être indépendante. Le composant, lui, il va avoir un couplage fort avec ce qu'il y a autour. Il va avoir besoin de, on va dire, d'éléments autour pour être instancié. Alors, cette slide est chargée. On sera tous d'accord là-dessus. Le but, c'est pas de tout lire. C'est d'avoir une overview de ce qui existe à l'heure actuelle. Je vais vous faire un petit éventail de certaines technologies. Ça reste un éventail de technologies populaires. Je n'ai pas la prétention de lister tout ce qui se fait sur les micro-front-end. C'est quelque chose qui est encore jeune, qui n'est pas vraiment mature. Il n'y a pas encore la solution magique qui a émergé. Donc là, je vais vous parler de ce qui m'a semblé être le plus mature. Voilà. Et donc, pour se lancer là-dedans, une première façon de faire les micro-front-end, c'est l'iframe. Alors l'iframe, je pense que tout le monde connaît et tout le monde a envie de mettre un petit smiley qui vomit à côté. On est bien d'accord. N'empêche que l'iframe a pas mal d'avantages. Elle exclut tout le contexte finalement. Elle a vraiment son mode de fonctionnement à elle. Elle est autonome. Elle découple absolument tout. Donc ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Vous allez avoir tout votre CSS, tout votre JavaScript qui est isolé. A priori, vous n'allez pas avoir d'impact entre. Le souci, c'est que parfois, vous aimez bien quand même avoir un peu de communication, un peu d'impact. Vous allez avoir envie d'avoir une gestion de contexte partagée. Côté iframe, ça va être compliqué de gérer des URL dans le navigateur. Et niveau performance, il y a souvent des soucis. Donc ça peut être une bonne solution si vous voulez faire un POC, si vous voulez montrer que quelque chose fonctionne au client, on va dire pour rassurer, si par exemple vous voulez intégrer un projet externe. Bon, ça pourrait marcher. C'est pas fou, mais il faut le garder en tête. On va dire que c'est une solution aussi qui est bien pour faire comprendre aux gens cette notion d'intégration ensemble de composants. Ensuite, vous avez
Module Federation qui est arrivé avec Webpack 5. Donc ça va permettre à plusieurs builds Webpack de fonctionner entre eux. Ça va permettre d'instancier des bundles Webpack en fait à la volée dans votre application dynamiquement. Il va aller les charger en fait en prenant les bundles JS que vous avez configurés, que lui avez donné. Et il va les exécuter dynamiquement. Donc ça c'est chouette. C'est quelque chose qui est assez populaire sur le monde des micro front-end. C'est très bien supporté parce que Webpack, bon, tout le monde connaît, c'est quand même un truc qui est assez populaire. Et ça a l'avantage aussi d'avoir un système de gestion de dépendances partagées. Ça va souvent vous arriver, a priori, quand vous faites du front, de tirer un peu les mêmes dépendances. Si vous utilisez le même framework, si vous utilisez des librairies très communes comme Lodash ou peu importe. Donc ça va être assez pratique pour réduire la taille de votre bundle. Parmi les inconvénients, évidemment, ça requiert une dépendance à Webpack. Donc ça veut dire qu'il faut rester dépendant de cette façon de builder votre application. Et voilà pour lui. Niveau Piral. Alors Piral, c'est un petit projet qui est encore en version de développement. Il n'y a pas de version 1 qui est sortie. Eux, ils ont une approche qui est assez intéressante, je trouve. Ils prennent, donc pour l'application Shell dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils appellent ça une instance Piral, finalement. Et après, ils ont un système de Pilot Feed Service qui va vous permettre d'instancier dynamiquement vos micro front-end, ce qu'ils appellent eux les pilots. Les pilots, ça va être vos modules finalement. Et en fait, avec ce service, ils ont comme une notion de magasin dans lequel vous allez puiser un peu tous vos micro front-end, vos composants pour les mettre à tel endroit de la page, etc. Donc c'est une architecture qui est assez séduisante, je trouve. Il fonctionne beaucoup par événement aussi pour communiquer entre chacun des modules. Voilà, c'est un projet qui est bien maintenu, où on trouve une documentation satisfaisante. Le principal souci, comme je le disais au début, c'est que la documentation, elle est satisfaisante, mais elle se restreint au minimum, probablement parce qu'en fait, ils sont toujours pas en V1, donc ils sont pas complètement sûrs de ce qu'ils vont faire. Donc c'est un peu risqué quand même de partir là-dessus. Je l'ai fait fonctionner sur des composants, on n'a pas réussi à instancier une application complète avec Piral. Je ne sais pas si on s'est loupé ou si c'est juste pas possible, c'est pas hyper clair. Voilà. Vous avez ensuite les web components. Les web components, je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. C'est quelque chose qui est connu depuis quelques années maintenant. C'est un ensemble d'API, donc c'est un standard. Ça fait partie des standards HTML, JavaScript, qui va vous permettre d'encapsuler finalement vos composants en créant un nouveau tag HTML. Donc vous oubliez les tags qui existent, les buttons, les spans, etc. Là, vous allez vraiment créer un nouveau tag, qui va être myComponent par exemple, et que vous allez pouvoir appeler n'importe où dans votre application. Donc ça, c'est bien parce que c'est un standard déjà, donc c'est fabuleux, c'est compatible avec toutes les technos, et rien que pour ça, c'est déjà un gage de sécurité. Ils utilisent le Shadow DOM. Ça permet d'encapsuler les comportements JavaScript et CSS, à condition de ne pas trop faire n'importe quoi évidemment. Mais c'est pratique, ça évite par exemple que si vous changez une classe CSS sur un de vos composants, s'il y a eu un autre composant qui a le même nom de classe, ça va l'impacter aussi. Parmi les défauts, c'est pas très pratique pour passer des propriétés à vos composants qui sont complexes, c'est-à-dire des propriétés sous forme d'objets. Ils gèrent bien les types simples comme les nombres, les strings, etc. Quand vous voulez passer des objets, vous devez passer directement par le code JavaScript pour en gros récupérer l'instance de votre composant et lui dire que ma variable vaut tant via un setter, en gros, tout simplement. Donc ça, c'est pas fabuleux niveau qualité de code. Et un autre problème, c'est la taille du bundle, parce qu'en fait, Webpack va vous faire plein de petits bundles indépendants pour vos composants, pour vos applications. Pas Webpack, pardon, le builder de web composants. Mais en fait, pour faire ça, il va récupérer toutes les dépendances dont a besoin le composant, l'application pour fonctionner. Et donc ça fait grossir, parce que si vous imaginez que vous avez utilisé Angular pour builder votre composant, mine de rien, il va y avoir au moins une partie du framework Angular qui va être embarquée dedans. Et si vous en faites 5 comme ça, vous allez avoir 5 dépendances, 5 bundles qui à chaque fois ont leur petite portion Angular dedans. Donc ça c'est un peu... c'est assez gros. Pour info, vous avez un site qui s'appelle Custom Elements Everywhere, qui permet d'avoir qui permet d'avoir la compatibilité en fait des web components avec chacun des frameworks populaires. Donc là on voit que React 18 ils ont encore un petit peu de boulot.
La plupart du temps, c'est du 100%. Bon, là, c'est une version expérimentale de React. Sur Angular, on voit qu'en version 14, c'est supporté totalement. Voilà. Donc c'est pratique pour savoir, par exemple, si vous voulez faire des montées de version, que vous êtes du genre un peu early adopter, c'est pratique de savoir si ça va marcher ou pas avec les web components. Et le dernier, c'est Single SPA. Single SPA, moi je l'aime bien. Ça va être un framework JavaScript en fait qui essaye d'embarquer tous les autres frameworks JavaScript. C'est-à-dire qu'il va pouvoir instancier n'importe lequel, que ce soit une sous-application ou il commence à le faire un composant. Single SPA, il est plus orienté vraiment sous-application. Je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on a expliqué. La sous-application, c'est vraiment une page, plusieurs pages en fait, par rapport aux composants qui sont plus petits. Donc Single SPA, il est plus orienté sur cette partie verte du DOM. Lui va prendre des frameworks, etc., vos applications sous forme de framework. Il va donner une méthode pour les monter, les bootstrapper et les démonter. Il supporte, je vais vous montrer tout à l'heure rapidement, les frameworks JavaScript populaires. Il est très bien documenté. On trouve de l'aide sur Internet. C'est pas énorme, mais on trouve quand même des gens qui s'en servent, donc c'est toujours agréable. Il déconseille quand même si ça marche, je l'ai essayé, de mixer différentes versions d'un même framework sur la même page. C'est pas tant leur faute que la faute des frameworks en fait. Si vous prenez des frameworks comme Angular, ils sont très invasifs. Ils enregistrent des objets directement, des méthodes pardon, et des variables directement dans l'objet window par exemple. Du coup, si vous mettez deux frameworks ensemble, deux versions différentes, à un moment il va y avoir un conflit quoi. Sur Single SPA, donc je vous montre vite fait comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. En gros, vous allez enregistrer une application. Vous allez lui donner un nom. Ici, ils ont appelé ça app2. Ok, très bien. Vous allez lui donner le bundle JS associé. Donc là, il est dans les sources, mais vous pouvez très bien le tirer en faisant une requête HTTP, peu importe. Tant que vous avez le bundle, c'est bien. Et en fait, vous allez lui dire quand l'URL de mon application correspond à telle valeur, donc en l'occurrence app2, alors ramène-moi ce bundle et instancie-le-moi. Donc en fait, il va surveiller le routeur et il va directement instancier l'application en fonction de ça. Vous pouvez passer aussi des paramètres par exemple. Et ensuite, vous avez un système de templating, je ne vais pas rentrer là-dedans pour le coup parce qu'on n'aura pas le temps, mais qui vous permet aussi d'agencer au sein d'une même page différents modules micro-frontend. Si on va voir ici, pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure, voilà l'écosystème. Comme vous voyez, vous avez énormément de frameworks qui sont supportés, dont certains que vous ne connaissez peut-être même pas. En tout cas, c'est mon cas. Il faut savoir quand même que les différents frameworks de l'écosystème sont maintenus par des gens qui ne font pas forcément partie de Single SPA, donc ça reste soumis à l'aléatoire de l'open source, on va dire. Alors maintenant, on va passer à différents problèmes qu'on peut rencontrer avec les micro-frontends. Les problèmes ils vont être relatifs à la gestion du contexte en général. Comme je vous avais expliqué au début, vous avez envie que vos micro-frontends cohabitent bien entre eux pour avoir une expérience utilisateur qui soit fluide. Donc un des premiers problèmes auxquels vous allez penser, c'est l'authentification. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer d'une application à une autre, d'un composant à une application, etc., vous n'avez pas envie de demander à votre utilisateur de vous reloguer. C'est évident, le client ne va jamais être content et c'est normal. Là-dedans, c'est pas très compliqué de faire ça. Si vous appliquez des standards comme OAuth par exemple, ça va être plutôt bien géré. OAuth, il va mettre l'authentification, la gestion de l'authentification dans un cookie. Et en fait, finalement, quand vous allez passer d'un domaine, d'un micro-frontend à un autre, comme vous allez rester sous le même domaine, le cookie va être partagé. Et du coup, il va retomber sur ses pattes parce qu'il va se rendre compte qu'il est déjà connecté. Donc, normalement, ça va bien se passer. Parfois, vous allez vouloir gérer des librairies qui sont enregistrées globalement. C'est le cas de jQuery. Alors, je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui s'en servent. Mais ce que vous ne savez pas, ou que vous savez peut-être, c'est qu'il y a des dépendances que vous tirez qui, elles, utilisent encore jQuery. Et bon, à un moment, vous n'avez pas réinventé toute la roue. Donc, c'est très rare sur les gros projets qu'il n'y ait pas au moins une sous-dépendance qui soit jQuery. Et jQuery, vous le savez probablement, elle s'inscrit directement dans l'objet Windows. Donc, elle est globale à tout le monde. Et là, si vous avez deux dépendances qui tirent deux versions différentes de jQuery, patatras.
Alors pour gérer ça, grosso modo, ce que vous allez vouloir, c'est finalement, vous avez deux solutions. Soit vous arrivez à factoriser la dépendance, c'est ce que permet de faire Webpack, j'en ai parlé tout à l'heure avec leur techno qui s'appelle Webpack External. Soit vous allez avoir un système qui permet, quand vous chargez une application, de charger la dépendance, et quand vous démontez l'application, de décharger la dépendance, c'est-à-dire de la supprimer de l'objet Windows finalement. Ça, c'est un fonctionnement qui est rarement prévu, pour ne pas dire jamais, parce qu'en fait, bon, en général, on se dit ok, ma dépendance, elle va se décharger quand je vais quitter mon site web, tout simplement. Et ce mode de fonctionnement là, c'est ce qui est proposé un peu plus par Single SPA avec leur module Leaked Globals. Leaked, ça fait référence en fait à la récupération de variables qui pourraient leaker quand vous montez et démontez des applications et traîner un peu dans le DOM. Évidemment, la documentation c'est bien aussi, si vous pouvez forcer vos utilisateurs à moins partager à utiliser des versions de librairie cohérentes, bah, c'est mieux. Vous allez potentiellement avoir une gestion de paramètres aussi quand vous instanciez vos applications, vos composants. Si c'est des paramètres statiques, il n'y a pas de problème. Si vos paramètres sont dynamiques parce que vous ne savez pas quel composant vous allez instancier, là, vous allez pouvoir rédiger finalement de la documentation déjà pour expliquer comment vous comptez fonctionner. Et ensuite, peut-être écrire un petit parseur qui va vous mettre une convention de lecture des paramètres de vos composants pour savoir quelle valeur leur passer. Et enfin, vous allez avoir des problèmes de style, de CSS. Et ça, c'est assez galère. Et donc, ça mérite une slide à lui tout seul. Le style, quand vous êtes dans Micro Frontend, donc c'est les deux schémas que j'ai mis là qui résument les points de colonne de droite, colonne de gauche. Vous allez avoir deux façons d'importer vos styles dans vos Micro Frontend. Soit vous vous dites, je prends mon application Shell, j'importe ma librairie de style à ce niveau-là, et chacun s'en sert. Pour vous donner un exemple, cette librairie de style, ça peut tout simplement être Bootstrap ou Foundation ou le design system de votre entreprise. Donc si vous choisissez cette première solution, les avantages, c'est que vous allez avoir une UI qui est cohérente entre toutes vos applications. Parce que dès que vous faites une modification dans la lib, vu que c'est l'application mère qui la charge, en fait l'application mère est déjà à jour, donc elle va se mettre à jour et ça va très bien fonctionner. Quand vous faites des petites modifications qui n'ont pas d'impact cassant, tout le monde va les réceptionner et donc ça va bien fonctionner de ce point de vue-là. En revanche, si vous faites un breaking change, il va falloir que tous vos micro-frontends se mettent à jour, prennent en compte ce breaking change pour afficher ce que vous voulez. Sinon, potentiellement, vous cassez toute votre page. C'est un peu comme quand vous mettez à jour Bootstrap vers une version majeure. Et un petit aspect côté dev, quand vous allez développer, vous allez en général lancer votre composant, votre application en standalone parce que vous n'avez pas envie de ramener la terre entière pour coder votre projet. Et donc là, il va falloir trouver un petit trick quand même pour vous ramener la lib de style en local de façon à pouvoir voir un peu ce que vous développez, quoi. Parce que parfois, sinon, l'UI ne veut plus rien dire dès qu'on n'a pas le style. Une autre solution, ça peut être donc de ramener cette librairie de style directement dans chacun de vos micro-frontends. Donc là, vous dites, c'est cool, moi je gère ma sauce de mon côté. Si un jour je m'en pose mes développements parce qu'il n'y a plus de budget sur cette partie du projet, c'est pas grave, ça va continuer à vivre correctement. S'il y a des breaking change, on peut les gérer à notre vitesse, à notre cycle de développement, on est content. On n'a pas de pression, on va dire, à ce niveau-là. Et puis quand vous développez en local, vous tirez déjà la dépendance. En fait, vous n'avez rien de plus à faire. Votre application, votre composant, il démarre et voilà. Vous avez directement l'interface telle qu'elle va être chez le client. Le problème, c'est justement le client qui risque de se dire, moi j'ai changé mon design system il y a 2 mois, il y a 6 mois. Sur cette partie-là du code de l'application, c'est toujours pas à jour. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mon UI finalement, elle risque de devenir incohérente si vous gérez quand même pas assez vite, si vous n'intégrez pas assez vite ces changements-là. Donc il faut l'avoir en tête. Et un autre souci, c'est que vous pouvez avoir des règles CSS qui vont être dupliquées dans votre DOM. Parce que tous les micro-fontaines ne vont pas bien se charger et surtout pas bien se décharger quand ils vont partir. Charger le CSS, c'est très facile, mais le décharger, c'est un peu comme je disais tout à l'heure pour jQuery, en fait tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde se dit, il va se décharger quand je m'en vais, même si on met plein d'instructions CSS,
ça va pas normalement trop impacter les perfs, donc personne s'en occupe trop. Et donc parfois, là dans ces cas-là, si vous voulez pas avoir trop de contraintes ou avoir un empilement dans avec CSS où ça devient impossible à débugger et voir ça ralentit le site, il va falloir peut-être décharger le CSS vous-même manuellement. Donc là on a fait un tour de vue des technos, des problèmes qu'on a, etc., des problèmes qui peuvent se poser et de comment y résoudre. Là maintenant, avoir un feedback sur une mission. Donc l'entreprise s'appelle Let's Dream. Alors Let's Dream, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comme je l'ai dit au début, ils ont des équipes indépendantes. Ils ont des équipes indépendantes et ils ont même des équipes externes. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes qui ne travaillent pas directement dans leur entreprise. Ils font appel à des projets externes et ils veulent les intégrer. Ils veulent les intégrer et puis ils voient grand, Let's Dream. Ils veulent aussi délivrer plusieurs distributions de leurs projets différentes. C'est-à-dire qu'un client A, ils vont vendre telle portion du projet, à un client B, ils vont vendre telle portion du projet. Ils ont une idée de licence derrière, ils se disent ah, mais en fait ce serait bien en fonction de ce que les gens payent, ils vont avoir plus ou moins de choses finalement sur mon application. Et donc pour répondre à ce besoin-là, il va falloir que les composants, les sous-applications soient instanciés dynamiquement en fonction de ce que répond le serveur de licence finalement, en fonction des droits qu'a l'utilisateur quand il va sur une page, quand il affiche une portion du menu. Il ne va pas pouvoir forcément voir la même chose que tout le monde. Si on reprend tout à l'heure le site Ypon, vous n'allez peut-être pas voir les mêmes éléments dans la barre de navigation en fonction de qui vous êtes et des licences que vous avez payées. Donc Let's Dream, il voudrait faire tout ça. Et ils se disent, bon, on a de la chance, on a embauché Sébastien, il nous a fait tout un topo sur les micro-front-end, il a passé 2 mois à creuser le sujet, à investiguer, à faire des POC, etc. Bon, arrive le temps de la décision, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Alors Sébastien, lui, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il aime bien Single SPA. Donc il leur a proposé ça. Single SPA, moi je vous l'ai dit, ça me plaît bien, ça me semble répondre aux besoins, mais il y a quand même un drawback, c'est que c'est un peu long de rendre compatible une application vers Single SPA, suivant la complexité de l'application. Si vous partez de zéro, c'est facile, parce que vous avez directement le code qui va bien, en fait vous n'avez plus qu'à coder dans ce que vous donne Single SPA. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un peu cher. Et du coup, le management, ils se disent oula, mais nous, on n'a plus trop envie de mettre du temps dedans parce que Sébastien, il est peut-être bon, il explique bien, mais ça fait quand même un moment qu'il est déjà sur son POC et nous, on veut un résultat quand même pour les clients. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va forcer Angular parce qu'Angular, finalement, il y a plein de gens dans notre entreprise qui le connaissent. On a discuté avec des clients, tout le monde connaît, les commerciaux nous ont dit ouais, on connaît aussi. Et puis on se dit, après tout, les gens veulent s'intégrer à notre projet, donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'imposer un peu quelque chose finalement? Ok, partons là-dessus. Et comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour Angular? Alors avec Angular, on a de la chance parce que avec donc Angular, ils utilisent Webpack par défaut pour builder, ça je pense que vous le savez, enfin en tout cas ceux qui font de l'Angular. Et donc on a le fameux module Federation de Webpack. Donc vous allez finalement pouvoir transformer vos modules Angular en modules Angular compatibles micro-front-end. Pour faire ça, vous avez Angular Architect / Module Federation. C'est un schématique que vous allez lancer et qui va transformer votre projet en un micro-front-end utilisable par Angular. Il va mettre toute la config Webpack qui va bien, il va faire quelques changements dans le code Angular. Et voilà. Et vous allez pouvoir utiliser une autre librairie qui pour le coup n'a rien à voir, enfin n'est pas supportée en tout cas officiellement par Angular, c'est ng Dynamic Component, qui permet d'instancier dynamiquement des composants. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire dans votre DOM directement instance, here, un tag myComponent, etc., avec tous les paramètres, vous allez mettre un ng Dynamic Component et vous allez pouvoir lui passer en paramètre un nom de classe, donc la classe du composant que vous voulez instancier, une liste d'input, une liste d'output et des attributs aussi si besoin. Et donc ça vous permet de jouer sur la même page avec les composants que vous pouvez afficher en fonction ou non de ce que veut faire l'utilisateur. Donc avec cette solution-là, comme on l'a écrit, tous ceux qui sont en Angular, ça va marcher. Tous ceux qui ont des cas triviaux du style aller ouvrir mon application dans un autre onglet ou
juste mettre une iframe parce que on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui nous pond une application dans un framework qu'on ne connaît même pas, mais qu'il faut quand même l'intégrer malheureusement et qu'on n'a pas le temps de la redévelopper. Vous allez pouvoir fallback là-dessus parce que Angular évidemment gère les iframes. Donc ça c'est simple à mettre en place, c'est relativement rapide parce que c'est supporté officiellement. Le problème c'est que ça va engendrer quand même quelques changements d'architecture et de code dans votre projet Angular. Alors là, je vais plutôt m'adresser à ceux qui connaissent Angular parce que les autres ça va moins vous parler. C'est tous les points d'attention, enfin tous, un paquet en tout cas de ceux que j'ai remarqués en faisant ce travail-là. Bon, le premier c'est facile, c'est la version d'Angular. Il faut commencer avec Angular 12 ou plus et Webpack 5 parce que c'est à partir d'Angular 12 qui gère ce système de micro-front-end. Vous allez avoir en général, c'est pas obligatoire mais c'est vachement mieux, envie de forcer tous vos contributeurs à avoir la même version d'Angular parce que ça va vous permettre de factoriser les dépendances. Je vous parlais tout à l'heure de Webpack External, ce qui permet ça, et ça vous permet finalement d'avoir qu'une seule dépendance à Angular Core pour toute votre application et pas que ce soit chacun de vos micro-front-end qui la tire. Vous pouvez avoir des soucis avec le système de service singleton. Quand vous tirez plusieurs modules externes, que vous les tirez de manière dynamique, ça va être compliqué. Vous allez avoir des soucis avec l'App Initializer. En fait, vous ne l'aurez pas, tout simplement. L'App Initializer, pour le dire en 2 mots à ceux qui ne connaissent pas Angular, c'est un système qui permet, quand votre application démarre, de faire des actions. Là, vous allez convertir votre application en module. Donc, vous n'avez pas d'App Initializer sur un module. Et donc là, il va falloir trickser un peu, se débrouiller pour quand même faire vos traitements. Une solution, on va dire, rapide et pas trop dégueulasse. Ça peut être tout simplement de mettre un système d'attente dans votre composant parent et de faire vos traitements à cet endroit-là et de lâcher le reste de l'interface une fois que vos traitements ont été faits. Le passage de paramètres, quand vous faites un module Angular, vous pouvez passer que des paramètres statiques. Vous ne pouvez pas passer de paramètres dynamiques. Donc si vous avez besoin de quelque chose qui est sur le serveur ou quoi pour instancier votre module, ça ne va pas marcher parce que tout doit être synchrone. Donc là, pareil, il va falloir ruser et trouver une autre façon pour ramener les paramètres qui permettent à son application ou à son composant de fonctionner. Vous allez devoir changer un peu la configuration du routeur parce que le routeur Angular est fait pour fonctionner dans une application en standalone toute seule. Là, c'est pas le cas. Alors le schematics vous aide un peu, mais il faut quand même repasser derrière. Surtout si vous avez un système de routing qui est déjà un peu compliqué. Vous allez vouloir éviter des conflits entre vos modules évidemment sur la gestion des URL parce que faut quand même communiquer un peu. S'il y a 2 équipes qui manquent de chance donnent le même nom à leur route, forcément ça va pas le faire. Donc il va falloir faire un peu attention à ça. Et dernière chose, il va falloir faire un peu de configuration au niveau d'Angular encore et peut-être de Webpack, je ne me souviens plus exactement, pour la gestion des assets. Par défaut, Angular, quand vous lui dites de récupérer des assets, il va aller les chercher à la racine, tout simplement de l'application, à la racine. Et la racine, dans ce cas-là, ça va être votre application shell. Mais en fait, il n'y a aucune raison que l'application shell ait vos assets à disposition. Ceux qui vont l'apporter, c'est votre application Angular, c'est votre module front-end. Donc pour ça, il va falloir changer un petit peu la config pour le récupérer au bon endroit. Alors à Let's Dream, qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que là, on se dit, bon, c'est cool, on a mis ce système en place, ça marche bien, les clients sont contents et tout. Et à l'avenir, qu'est-ce qu'on voudrait? Bon, on voudrait rêver carrément d'un magasin, un système de plugin finalement, avec une marketplace où les clients peuvent aller choisir directement leur portion d'application à utiliser. Comme je vous avais parlé tout à l'heure, ils avaient déjà en tête un système de licence. Donc ils disent, c'est cool, on va pouvoir leur faire payer, etc. Bon, et là, ça va être un peu plus compliqué quand même. Pour la solution qui est choisie là, elle nécessite quand même à chaque fois de repasser sur le code, de retransformer un peu correctement notre code pour qu'il fonctionne dans l'application mère. On n'est pas prêt à industrialiser et faire un store comme le ferait VS Code ou je ne sais quoi, une marketplace pour que tout le monde puisse venir dessus sans douleur. Il faudrait probablement soit choisir une autre techno, soit mettre une forte couche d'abstraction dessus pour faciliter ce genre d'intégration. Et donc finalement,
on arrive à la fin et on se dit, bon, bah, les micro-front-end, c'est bien, mais il n'y a pas que des avantages. Déjà, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est facile de passer au micro-front-end? Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, mais on va dire que si votre code est bien découpé, si votre métier est bien isolé, si votre UI est bien isolé, déjà, plus vous répondez oui à ces questions, plus ça facilitera la séparation de votre projet et la conversion, on va dire, entre modules micro-front-end. Quelque chose que vous allez vous poser comme question aussi, c'est est-ce que ça vaut le coup? Le coût COUT, parce qu'il y a des solutions plus simples qui existent, qui peuvent faire le taf, répondre aux besoins, sans forcément coûter trop cher. On a parlé tout à l'heure des iframes, c'est pas très élégant. De façon plus élégante, vous pouvez simplement déployer vos applications côte à côte et vous débrouiller avec un Nginx ou quoi pour rediriger sur la bonne application et vous débrouiller pour factoriser dans une librairie, par exemple, des comportements similaires, des librairies de CSS pour que toutes vos applications aient à peu près la même allure. Est-ce que c'est indispensable aussi de gérer des technologies différentes? Probablement pas. Si toutes les équipes sont dans la même entreprise, souvent vous pouvez imposer une seule techno pour tout votre projet. Il faut se dire finalement qu'à l'heure actuelle, comme pour toutes les techno-front, le monde bouge beaucoup en front et il n'y a pas encore une solution parfaite qui se dégage. Donc il n'y a pas de solution clé en main pour implémenter les micro-front-end. Ça, il faut vraiment le retenir. Il faudra faire des recherches si vous en avez besoin pour l'adapter à votre projet. Les technologies ne sont pas encore matures. Et donc, comme je vous disais, parmi les alternatives, vous avez juste des librairies pour factoriser du code. Vous avez des déploiements d'applications indépendants. On ne fait pas de micro-front-end pour factoriser du code. C'est absolument pas mon argument, ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, si vous souhaitez discuter, je pense qu'il nous reste un peu de temps. Oui, merci. Merci. Alors la question est, est-ce que pour les micro-front-end, on utilise un seul repo ou en mode mono-repo ou des repositories différents? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de règles, mais je pense que c'est plus pertinent d'utiliser des repositories différents. Le but des micro-front-end, ça va être que chaque équipe, comme je le disais au début, puisse fonctionner de manière indépendante. Et donc en général, vous allez les soulager si vous leur permettez de gérer leur bundle dans leur coin. Ça va leur donner une plus grande autonomie et ça va éviter d'avoir des CI qui durent trop longtemps parce que vous devez gérer tout le reste du code. Ouais, la question c'est pour imposer une librairie commune à tous les dépôts, qu'est-ce que ça nécessite de la synchronisation? Oui, grosso modo, ça va passer par beaucoup de communication inter-équipe. Ça va passer par potentiellement de la documentation. Vous pouvez, alors je ne suis pas un pro de CI/CD, mais il y a sûrement des moyens de vérifier au moment de la compilation que votre projet utilise bien les bonnes versions demandées par votre application Shell. Voilà, clairement, il faut, comme je le disais au début, c'est une architecture aussi. Donc ça demande des règles à suivre, il faut mettre en place des bonnes pratiques et il faut s'apprêter à ce qu'il y ait des gens qui soient là pour aider les équipes, accompagner les équipes. C'est utopique de croire qu'on pourrait juste poser une doc et se dire ok les gars maintenant vous avez tout, venez. Non, il faut de la com, il faut de l'accompagnement. Voilà. Alors la question c'est est-ce que si on a une application one page, donc il n'y a pas de shell app pour l'instant, est-ce qu'il y a un intérêt au micro front-end? Je pense, alors je ne sais pas quelle est la complexité de l'application one page, mais probablement pas. Disons qu'à l'heure actuelle, l'application one page, ce serait justement la shell app. Et donc la question à se poser derrière, c'est est-ce que là-dessus, il y a des choses que je peux sortir et qui feraient sens d'être développées à part?
je ne sais pas, sur l'application OnePay, vous avez peut-être tout un module qui affiche une carte de l'Auvergne ou que sais-je. Peut-être que ce truc-là, vous voulez le développer à part et ensuite vous voulez l'intégrer. Dans ce cas, ça peut faire sens de faire un petit micro front-end que vous allez intégrer de manière statique ensuite parce que vous voulez le déléguer à une autre équipe avec d'autres technos que vous ne maîtrisez pas. Là, ça peut faire sens. Mais si l'application est simple, il ne faut pas over-ingénierer le truc. Et voilà. Ouais. Alors la question c'était par rapport aux effets de bord dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple pour une librairie jQuery, quels outils on peut utiliser pour détecter ce genre d'effet de bord qu'il pourrait y avoir entre différentes applications. La réponse honnête c'est que je ne sais pas trop. Je dirais déjà voir un peu comment fonctionne la librairie. Vous pouvez intuitivement savoir si la librairie va avoir beaucoup d'impact ou pas par rapport à votre page HTML. Typiquement avec Angular, il y a la librairie Zone.js qui est ramenée et qui s'inscrit directement dans la window. Ça c'est pas grosso modo tout ce qui modifie la window en général, il faut en avoir peur parce que vous risquez d'avoir des conflits. Après, est-ce qu'il y a une façon magique de détecter ça? Je n'en sais rien, j'ai pas cherché. Euh, à l'inverse, en tout cas quand on a mis ça en place, ça se voit assez vite si quelque chose déconne. Soit en ouvrant la console en cherchant des erreurs, mais sinon même dans l'interface. En général, quand vous avez des effets de bord comme ça risque d'arriver dès l'instanciation de la lib. Donc normalement, vous pouvez difficilement le rater si vous allez directement à l'endroit où la lib s'instancie. Après, ça n'exclut pas de faire des tests d'intégration entre vos apps. Vous pouvez mettre du Cypress par exemple, etc. Mais là, comme ça, non, j'ai pas de réponse, on va dire, magique pour aller détecter ce genre d'effet de bord. Ouais. Alors la question c'est est-ce que on a des exemples de techno qui fonctionnent bien avec le server-side rendering? Euh, je ne sais pas non plus. Je crois que Single SPA a un système pour. Enfin, j'en suis sûr. Ils ont une page de doc relative au server-side rendering. J'ai pas creusé dessus parce qu'on n'en avait absolument pas besoin, donc je ne vais pas pouvoir répondre plus précisément malheureusement. Mais bon, ça doit exister. Angular le fait aussi, donc j'imagine qu'il doit avoir un système avec Module Federation pour fonctionner, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus. Désolé. Une dernière question? Non? Bon. Eh bien, merci à tous, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne fin de journée.